Et du coup, dans cette évolution de la monnaie, les stablecoins, en fait, sont là aujourd'hui, après Bitcoin. Oui. Comment tu les définis, toi, les stablecoins, et quels sont leurs avantages, en fait, par rapport à la monnaie, à la forme de monnaie, en fait, qu'on avait avant? Alors, comme je l'ai rapidement évoqué, effectivement, les stablecoins sont arrivés parce que, en raison de la volatilité du Bitcoin, donc très vite, puisque c'était Tether qui est arrivé en premier, effectivement, on a jugé que, enfin, celui en tout cas qui a pensé Tether s'est dit moyen de paiement, ça veut dire relative stabilité. Donc, comme le Bitcoin est volatile, moi, je vais proposer quelque chose qui est simple à comprendre, puisque là aussi, faut avoir une proposition simple pour pouvoir avoir une adhésion. Et bon, là, il a bien compris et il a dit tiens, je vais proposer un sas de décompression de la volatilité. C'est-à-dire que quand le public, pour ceux qui sont sur le Bitcoin, lorsqu'ils veulent s'extraire de sa volatilité parce que à un moment donné, ils veulent s'en extraire tout simplement et ils réfléchissent à rebasculer dans la monnaie normale, eh bien, je vais leur proposer la possibilité de stabiliser la valeur en émettant effectivement ce stable, mais qui sera adossé à 100% avec du dollar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire adossé à 100% sur le dollar? Ça veut dire qu'en fait, dès que j'émets un Tether, j'ai à l'actif, je détiens un équivalent dollar, soit ça se manifeste sous forme de compte de dépôt dans une banque commerciale, soit je détiens un bon du trésor ou un titre du marché monétaire. Et c'est pour ça aujourd'hui que effectivement les stablecoins ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle des SICAV, si vous voulez, dans une certaine mesure, puisque la SICAV, c'est j'ai des titres courts, donc qui sont pas beaucoup volatiles. En fait, c'est l'intérêt d'un titre court, c'est que sa valeur a peu de chances de varier. Parce que comme il a une expiration très courte, c'est des titres qui ont des titres de dette qui ont entre 3 et 12 mois maximum de maturité, mais en général, ils sont plutôt entre 3 et 6 mois. La probabilité que le prix varie entre 3 et 6 mois est assez faible. Voilà. Donc, en fait, comme ils garantissent une certaine stabilité de leur valeur, et ça permet pour le stablecoin d'offrir cette stabilité à son détenteur. Donc, quand quelqu'un a des bitcoins et veut stabiliser, il les vend en achetant en échange un Tether. Et là, eh bien, il aura l'équivalent de son montant en dollars. Donc, on comprend qu'effectivement, c'est pu avoir un attrait. D'autant plus qu'il faut bien voir que par exemple, si je prends un Argentin qui était sous le coup du contrôle des capitaux, il a pu, s'il voyait ça venir, il a pu détenir en fait des bitcoins ou parce qu'il avait du cash, il a pu à un moment donné réussir quand même à détenir du bitcoin. Et comme il ne voulait pas repasser en dollars standard, parce que sinon c'était dans une banque, donc c'était sous le coup du contrôle d'échange, donc il n'aurait pas pu les utiliser. Eh bien, il fallait qu'il trouve un moyen de pouvoir quand même avoir des dollars qu'il utilise pour acheter, souvent c'était bien durable dans ces cas-là. La meilleure façon, effectivement, c'est de rester en stable. Parce qu'en stable, on n'est pas soumis, en fait, à Tether ne fait pas partie des contrôles de change argentins. Donc, pour tous les pays, en fait, qui étaient sous le coup d'instabilité monétaire, combinée souvent avec un contrôle d'échange, parce que en général, le pays, pour ne pas sombrer, il essaye de contrôler sa monnaie. Et en ce moment-là, il empêche les gens d'utiliser des devises internationales, donc le dollar. Voilà, donc là, vraiment, il y a une utilisation très naturelle du stable, parce que ça permet de rester sur la chaîne et donc de ne pas se faire rattraper par la patrouille de l'État qui interdit l'utilisation des devises. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très fort, qui a dominé l'ensemble du marché des stablecoins jusqu'à récemment. Je pense que c'était quand même la dominante principale du marché. Tout à fait. Avec aussi, déjà,
tous ceux qui étaient dans des pays plus développés, donc un peu plus stables quand même, donc soit en Europe ou aux États-Unis, et qui avaient des investissements et qui ne voulaient pas non plus se faire rattraper par la patrouille du fisc. Donc tant qu'ils étaient en chaîne, ils n'étaient pas en transformation, donc c'était pas comptabilisé dans les plus-values, et donc ils ne passaient pas par la case départ de la fiscalité. Voilà, ça c'était aussi une des grandes utilisations. Voilà. Et puis aujourd'hui, effectivement, avec maintenant que ça c'est un peu plus, enfin qu'on connaît plus les stablecoins, il y en a qui se sont effectivement rendus compte que c'était des moyens de paiement internationaux plus efficaces que ceux ceux qu'on utilise, c'est-à-dire quand on paye avec nos comptes bancaires, parce que en particulier quand on est une petite structure, et encore pire quand on est un particulier, parce que le temps d'exécution est beaucoup plus rapide, puisque le stable il s'exécute tout de suite, alors que pour des frais moindres, alors qu'en fait, quand vous faites un paiement international via un compte bancaire ou une carte, eh bien, vous avez tous les intermédiaires qui vont prendre au passage un pourcentage. Et ça a fait beaucoup à la fin. Donc là, je lisais ce matin un article du FT, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui paraissent en ce moment sur le sujet. Et je crois que le marché est estimé à 245 milliards de dollars pour les frais de paiement internationaux, et que le principal de ces frais, ce sont les banques qui les capturent. En fait, c'est elle la plus grande qui fonctionne le plus, et que par conséquent, le stable, il est très concurrentiel. La transaction est quasi immédiate, alors qu'elle ne l'est pas quand nous le faisons via nos comptes bancaires. Et son coût n'a rien à voir. Enfin, c'est quelques centimes, alors que dans les paiements physiques, pour celui qui a déjà fait un paiement, il sait très bien que c'est au moins 10 à 20% de la transaction. Enfin, ça va. Voilà, moi, je me rappellerai toujours, a été traumatisée. On m'avait invité à une conférence en Suisse. On m'avait dit oui, passe ta note de taxi. En fait, j'ai eu autant de frais que de. Enfin, en fait, ce qu'on m'a remboursé en taxi est passé en frais bancaires. Et en fait, parce qu'il n'y avait pas pensé, et moi non plus. Ouais. Et parce que c'est hors euro, et c'est juste l'enfer, parce que c'est forfaitaire quand c'est des petits montants. Oui, il y a toujours des frais fixes. Voilà. Exactement. Donc, bref, après, on s'est arrangé autrement avec PayPal. Enfin, voilà, on a trouvé. Mais oui, j'avais appris ma leçon. Ouais. Voilà, donc effectivement, quand on a ça et qu'on a un stable aujourd'hui, on se dit, oui, on va peut-être passer par le stable, c'est quand même beaucoup moins cher. Et lui, il fonctionne 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, en plus, j'aurai l'argent plus vite sur mon compte. C'est ça. Donc, effectivement, c'est une révolution d'usage. Oui. C'est une révolution. Et là, on voit que ça a vraiment été la révolution de cette année, le stable en paiement international. Avec des entreprises qui s'en rendent compte, qui se disent que finalement, ils vont l'utiliser plutôt que d'utiliser le dollar habituel, parce que finalement, c'est plus pratique.